économique un peu de l'État. Sous ce rapport, la question à laquelle il nous a été invité de donner quelques éléments de réponse, c'est la question de savoir quelle fiscalité, ou si vous voulez, quel régime fiscal applicable, adapté au secteur informel et permettant une mutation, une adaptation de ce secteur informel vers le secteur qu'on appelle aujourd'hui formel. Donc on va essayer, pour répondre à cette question, dans un premier temps, de voir un peu quel est l'état actuel de la législation fiscale qui s'applique au secteur de l'économie, pour ensuite, dans un second temps, voir quelques points de perspective pour améliorer. Mais d'entrée, je vais rassurer mon professeur, M. Abdoulaye Sakho, pour lui dire que l'État a toujours été conscient de cette dualité de l'économie sénégalaise. D'une part, une économie formelle et qui génère l'essentiel des recettes budgétaires. Le Premier ministre est là, mais vous prenez le tableau des opérations financières de l'État du Sénégal, mais les recettes fiscales, c'est presque 98%. Les 2 autres pourcents restants, c'est les recettes non fiscales. C'est les intérêts que perçoit l'État sur ses dépôts au niveau de la Banque centrale. C'est les revenus du domaine, c'est ce qu'on perçoit quand on cède des licences % de leurs recettes budgétaires, mais c'est des recettes non fiscales. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et comme le disent donc les anglo-saxons, at the end of the day, le rôle de l'impôt, c'est de mobiliser des recettes pour l'État, pour en vue de prendre en charge tout ce qu'il y a comme dépenses pour un pays en développement. Donc voilà le contexte. Ce qui évolue dans ce contexte, c'est un peu aujourd'hui le programme qui est l'actualité de développement, notamment le plan Sénégal émergent, qui bien entendu nécessite des ressources supplémentaires pour accompagner tous ces besoins d'investissement. Ce qui a pour conséquence d'obliger l'État à mettre en place un cadre fiscal adapté pour accompagner un peu ce mouvement. Donc, conscient de cette dualité, de cette typologie différente au niveau du secteur économique, l'État a quand même accompagné en mettant une fiscalité adaptée à chaque secteur d'activité. Et ce qui fait que depuis 2004, le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la contribution globale unique, qui un peu suit le régime de, entre guillemets, minimal de trésorerie, ou en tout cas des acteurs économiques qui ne tiennent même pas de comptabilité. Et donc aujourd'hui, jusqu'à un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA, il y a une fiscalité à la limite adaptée à ce secteur. La CGU, c'est un regroupement de pas moins de 6 catégories d'impôts que le compte BIAB paye en une seule fois. Et l'idée qui était poursuivie depuis 2004, c'est de favoriser un certain civisme fiscal. Parce que si chacun doit contribuer en fonction de sa capacité, il n'est pas normal qu'une partie contribue, qu'une autre partie ne contribue pas. Et donc, dans un souci de cultiver cette culture-là, on a mis en place cet impôt qui, à la limite, n'avait pas une vocation nécessairement budgétaire compte tenu de la faiblesse des recettes qui étaient générées. Bien entendu, on cherche des impôts, des recettes. L'idée derrière, c'était d'élargir l'assiette fiscale pour que les 98% de recettes fiscales générées par le TOF ne soient pas générées par moins de... Le centre des grandes entreprises, c'est moins de 1000 entreprises. Cela pose même un problème de sécurité pour l'État du Sénégal. Aujourd'hui, ce trimestre-là, on a eu une moins-value parce que simplement la Sonatel n'a pas payé. 50% des recettes fiscales sont générées peut-être par 2 ou 3 entreprises. Voilà aujourd'hui la réalité et c'est un point à mon sens qui doit être évolué si nous voulons accompagner une fiscalité de développement. Et l'idée était de dire qu'à travers la CGU, on allégeait la charge fiscale des petites et moyennes entreprises, des petits contribuables, pour leur permettre de souffler et de pouvoir évoluer dans le cadre de leurs activités. Bien entendu, force est de constater malheureusement que ces objectifs qui étaient poursuivis, malheureusement, n'ont pas été atteints. Déjà en termes de recettes, quelques éléments de chiffres. Malheureusement, la présentation n'a pas été mise à l'écran. Mais de 2004 à 2012, on a quelques éléments de chiffres. Mais en 2012, on a eu 716 millions d'impositions à la CGU.
1 milliard 55 millions en 2011, 1 milliard 6 en 2010, 1 milliard 8 en 2008, etc. Et en 2004, au tout début, c'était 1 milliard 7. Et ça, c'est les impositions. Mais sur ces impositions, on n'a pas recouvré plus de 40%. Donc, à la limite, on peut considérer aujourd'hui, en fonction de ces éléments de chiffres, que le secteur informel ne contribue pas, en réalité, aux recettes fiscales générées par l'État. Deuxième niveau d'adaptation, on s'est dit qu'on ne peut pas, en principe, passer d'un secteur où on ne tient pas de comptabilité, où on ne fait pas de déclaration, pour aller directement dans un régime normal où on a des charges fiscales telles que ça risque de désarticuler le développement de l'entreprise par rapport aux métaphores. Passer directement du rez-de-chaussée au 6e, c'était difficile. Donc on a mis en place un régime transitoire qui suit un peu le régime comptable allégé. En mettant un régime de fiscalité simplifiée, on a essayé quand même d'aménager pour les petites entreprises un système qui leur permette de faire des déclarations de TVA trimestrielle au lieu de faire une déclaration mensuelle, etc. Accompagné d'allègements fiscaux. Parce que pour ces petites et moyennes entreprises qui adhèrent à des centres de gestion agréés, ils ont quand même un abattement assez important sur l'impôt sur le revenu. Et l'État est allé plus loin en développant, du point de vue fiscal, un régime fiscal transversal pour assurer le financement de ces petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, tout ce qui est mode alternatif de financement, je pense au crédit bail, à la finance islamique, à la facturage. Mais on a essayé de neutraliser l'impact fiscal justement parce qu'on se dit que ce qui relève de ce secteur informel-là ne présente pas de garantie de solvabilité pour mobiliser des financements auprès des banques. Donc voilà ce qu'on leur offre comme mode alternatif de financement en neutralisant l'impact fiscal. Aujourd'hui, quand on parlait de code des investissements, le curseur était placé à un niveau tel que seules les grandes entreprises pouvaient faire de l'investissement. Aujourd'hui, une petite entreprise qui fait un investissement de 15 millions peut bénéficier du régime du Code des investissements. Next. Les mesures maintenant, pour une fois que l'entreprise s'est développée, pour atteindre un niveau qui lui permette d'être au niveau du réel normal, il y a quand même tout un cadre qu'on a un peu appelé le droit commun incitatif. Parce qu'aujourd'hui, l'idée c'était de regrouper toute la fiscalité dans un siège unique, le Code général des impôts, mais en mettant un régime de faveur qui permette d'englober le maximum de contribuables possible, de sorte que tout le monde s'y retrouve. Pour exporter et bénéficier du crédit d'exportation, on n'a plus besoin d'être entreprise France d'exportation. Et donc, pour aller un peu plus vite, en termes de recommandations, nous estimons qu'il y a un besoin de catégoriser le secteur informel, selon qu'on soit au niveau du secteur informel légal ou au niveau du secteur, entre guillemets légal, je ne veux pas dire illicite, ou bien au niveau du grand secteur informel. Et permettre peut-être un peu à certaines catégories sociales de pouvoir faire face un peu à l'activité économique. Et du point de vue de l'obligation comptable, on pense que les experts comptables doivent pouvoir accompagner cette perspective en offrant des services pour au moins permettre un début de tenue de comptabilité pour que l'État au moins puisse disposer de l'information pour pouvoir effectivement faire son travail d'élargissement d'assiette, ce qui permettra un peu de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale pour un peu avoir un niveau de fiscalité assez lissé pour que tout le monde s'y retrouve. C'est des mesures administratives, c'est des mesures en termes de renforcement du rôle des CGA, et c'est des mesures, bien entendu, incitatives pour un peu que tout le monde s'y retrouve. Je vous remercie de votre attention. Mme Gadef. Magifirek aussi. Ça, c'est pour vous réveiller, parce que c'est l'heure de la digestion. Alors, vous devez vous dire, mais je suis vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre, donc je succède à Joseph qui vous a parlé ce matin, et demain vous aurez Arnaud, autre collègue vice-président. Vous devez vous demander, mais que viennent nous raconter les Français sur l'économie informelle? Ils vont nous dire ce qu'on ne doit pas faire, ils vont nous dire comment on doit payer des impôts, ils vont nous dire... Donc, nous sommes entre collègues, nous sommes entre confrères, nous sommes entre amis, et nous allons nous dire les choses telles que nous les vivons au quotidien, dans nos cabinets,
et dans notre institution, avec le Conseil de l'Ordre, parce que c'est une réalité qui nous, je ne vais pas dire qui nous préoccupe, mais qui nous occupe. Et avec Joseph, nous avons, à de nombreuses reprises, participé à des échanges, à des travaux avec le gouvernement, pour faire des propositions, et des propositions qui concernent la petite entreprise, la très petite entreprise, ce dont vous êtes en train de parler, le sujet de vos assises. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les 3 140 000 entreprises que l'on compte en France, il y en a plus de 3 millions qui ont ou 0 ou 1 salarié, ou moins de 10. C'est-à-dire ces très petites entreprises, on a abrégé les TPE. Ça, c'est une réalité. Et si on passe de 10 à 20 salariés, c'est plus de la moitié des 140 000, 60% des 140 000 qui restent. Donc l'économie de notre pays, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est très différente de la vôtre ? Est-ce qu'elle est très différente des autres pays ? Non. Et cette économie-là est essentielle car elle contribue largement à la stabilité de l'économie nationale. Il faut savoir que c'est plus de la moitié de la collecte de l'impôt qui vient de la petite entreprise. C'est plus de la moitié de l'emploi, d'où l'intérêt des pouvoirs publics pour cette économie-là. Donc nous nous y intéressons et je voulais féliciter Mamourfal et la FIDEF d'avoir choisi ce sujet pour des travaux d'experts comptables, parce que les experts comptables sont concernés. Quand nous entendons ce matin le Premier ministre des groupes internationaux, c'est extrêmement marginal. Notre réalité dans les cabinets et la réalité de la profession des experts comptables, c'est bien de s'intéresser à l'économie du pays et donc d'échanger avec les autorités, avec le gouvernement. Nous vous rappelons que nous sommes sous une tutelle et donc nous avons ce statut d'intermédiaire entre la réalité de terrain, entre les entreprises et entre les pouvoirs publics qui ont besoin de ce message, de ce retour, puisque nous sommes des témoins de terrain, nous pouvons parler de ce que nous vivons auprès des entreprises et que nous sommes directement concernés par cette réalité des entreprises. Alors, pour parler de l'économie informelle, je dirais que je vais faire part un peu de l'état de nos réflexions. Il y a deux types d'économie informelle. Il y a celle qui est une économie de survie, et puis il y a celle qui est une économie informelle un petit peu organisée, voulue, consciente, qui est d'une autre nature. L'économie de survie, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il faut manger. Il y a quelques milliers d'années, on allait chasser, pêcher, on faisait l'agriculture pour nourrir ses enfants. Aujourd'hui, et surtout quand on vit dans une grande ville, pour pouvoir survenir à ses propres besoins, eh bien, on fait un peu d'économie, on achète, on revend en prenant une marge, ou on fabrique et on revend. Cette économie-là, c'est une économie de survie. Que faire face à cet état de fait ? Est-ce que le banabana qui sur la plage vend des bracelets de coquillages, il faut le mettre en prison ? Est-ce qu'il faut lui interdire d'exercer cette activité en sachant que ça fait vivre les enfants qui l'attendent à la maison le soir ? Cette économie informelle n'est pas, me semble-t-il, celle qui intéresse vos travaux aujourd'hui. Elle est présente dans tous les États. Il faut savoir y voir le positif, il faut savoir y voir le côté intéressant, à savoir une démarche personnelle pour un engagement, pour une création de richesse, pour une création d'entreprise. On a déjà les sédiments, la base d'un futur chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise du fait d'avoir cet élan et cet engagement pour essayer de créer de la valeur ajoutée. Donc il faut savoir entretenir cet état de fait et peut-être accompagner et trouver des mesures qui vont permettre à ces on ne va pas dire chefs d'entreprise, à ces personnes eh bien, de donner de l'ampleur à leur action et de les accompagner. C'est un autre sujet. Le deuxième type d'économie informelle, c'est cette économie qui rejette un système ou qui se met en marge d'un système et qui volontairement reste dans l'informalité pour éviter les contraintes, pour éviter les incidences. Et quand on parle de contraintes ou d'incidences, on pense tout de suite à l'impôt. Monsieur le directeur, c'est le niveau de l'impôt qui va traduire peut-être le niveau de l'économie informelle. Je peux dire, pour témoigner de ce que j'entends et ce que je vois avec mes petits chefs d'entreprise, que l'impôt est accepté. C'est simplement une question de niveau, simplement une question de dose. Alors où est le bon niveau ? Jusqu'à combien faut-il aller ? Là est la question. Là est la question de savoir que ne pas aller trop loin
trop d'impôts tue l'impôt, on connaît la formule, ça veut dire qu'il y a un moment où il y a une saturation et où là, on sort du système pour arriver dans une situation très marginalisée et où on prend des dangers, on prend des risques, on est en danger. Mais il faut comprendre que cet état, cette démarche vient certainement du système lui-même. Donc il faut arriver à trouver un juste équilibre. Nous avons eu en France, il y a quelques années, une mesure qui a consisté à réduire le taux de TVA sur des activités qui étaient réputées pour ne pas déclarer et pour donc soustraire à l'impôt une partie des revenus. Deux activités essentielles qui sont le bâtiment et la restauration. Et le taux de TVA a été rabaissé de 19,6 à 7%, au taux réduit. Je peux vous dire que ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et la finalité qui était recherchée, qui était de faire rentrer dans le système des acteurs économiques qui n'y étaient pas, a été remplie. L'objectif a été atteint. Parce qu'un particulier, quand on lui propose pour 7% de plus, entre payer 100 ou payer 107, ça ne fait pas une grosse différence, d'avoir la sécurité qu'apporte la déclaration, d'avoir la sécurité qu'apporte un contrat, d'avoir une garantie par une assurance, eh bien ça l'intéresse. Et donc on rentre dans un système qui est vertueux, où tout le monde se retrouve dans une situation qui est apaisée et qui est sécurisante. Donc quel est le bon niveau ? Voilà les questions que doivent se poser les autorités publiques pour savoir jusqu'où l'impôt doit aller, pour ne pas décourager et pour ne pas inciter à pousser les gens en dehors du système et à rentrer dans ce qu'on va appeler le maquis. Parce que le maquis n'est pas une situation que l'on peut envisager à terme. C'est quelque chose qui doit évidemment être tout à fait provisoire ou marginal. Donc, pour le bienfait de notre économie, et nous, experts comptables, avons ce rôle à jouer, nous devons accompagner ces petites entreprises pour les éduquer et les permettre de rentrer dans le rang, de rester dans le rang, leur faire accepter l'impôt, si on parle de l'impôt. Mais pour revenir à notre fonction d'expert comptable, nous devons dire que nous avons d'autres choses à faire que leur faire payer des impôts. J'ai encore entendu pendant le déjeuner tout à l'heure, vous êtes des complices. C'est vrai, on jure de faire respecter les lois. Mais le plus grand service que rend l'expert comptable à l'entreprise, c'est bien de la conseiller, c'est bien de la faire évoluer et de lui apporter... Bon, bien sûr, il y a des déclarations fiscales à faire, mais il y a cette notion de conseil qui lui permet de sécuriser son évolution, sa croissance, de lui donner des idées et de sortir du strict cadre fiscal et comptable pour faire bien d'autres choses. Et nous avons beaucoup de choses à proposer. C'est ce que fera Arnaud demain, qui vous présentera dans son atelier. Donc n'oublions pas que rentrer dans la formalité de l'économie, il y a la fiscalité, c'est une chose, mais il y a tout le reste. Il y a le financement. Pouvoir s'adresser à une banque pour demander le financement d'un projet, pour rechercher une croissance de l'entreprise, mais ça ne pourra pas se faire si on est dans le maquis. Il faut bien être déclaré, il faut bien avoir des états fiscaux qui sont en bonne et due règle, etc. Donc voilà à quoi peut servir l'expert comptable et voilà pourquoi nous sommes tous intéressés pour rechercher une stabilité et un cadre. Et c'est ce qui a été fait il y a quelques années en France. Le gouvernement a créé le statut de l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est un statut qui limite au strict minimum les obligations du chef d'entreprise, on va dire comme ça. Il déclare son chiffre d'affaires tous les 3 mois et avec simplement un pourcentage, il règle à la fois ses cotisations sociales et son impôt sur le revenu. Et c'est tout. C'est un chiffre, une multiplication et un petit chèque à faire. Ça a permis de voir venir dans l'économie oui, merci. Ça a permis de voir venir donc des chaînes d'entreprise qui n'étaient pas déclarées. Et nous sommes aujourd'hui satisfaits de cette situation parce qu'elle nous permet, avec ces personnes, de porter des projets et d'envisager une croissance et de les faire rentrer dans l'économie et de créer de nouvelles entreprises. Voilà pourquoi il y a certainement des idées à trouver par les gouvernements et en relation avec la profession des experts comptables pour travailler sur cette économie informelle et la faire rentrer dans la formalité. Merci. Je suis très heureux d'avoir reçu un temps de parole. Je vais essayer d'être assez bref parce que je crois que le temps est compté. Je représente la Belgique, l'Institut des experts comptables et des réviseurs d'entreprise.
Nous avons en Belgique le sens du compromis et j'ai le privilège de pouvoir représenter les deux professions. Alors, ce sens du compromis nous amène à une certaine humilité, je crois, et je voudrais faire deux principales réflexions sur le débat d'aujourd'hui et essayer de souligner un tout petit peu la valeur de notre métier par rapport à cette économie informelle, ce que l'on peut faire et ne pas faire. Et le premier message que je voudrais donner, c'est ce qu'on a rencontré en Belgique. Bon, il faut savoir qu'en Belgique, on essaie de... le débat, il est plus sur le niveau de la fiscalité, sur la contribution de chacun. Il est plus, puisque tout ce qui est économie informelle est illégal et poursuivi, et on nous demande de faire respecter les lois. Et l'économie informelle qu'on essaie sur laquelle on se focalise pour le moment, c'est plus ce que Philippe appelait à l'instant l'économie informelle organisée que l'économie de survie. Donc on essaie de lutter contre les systèmes mafieux et les systèmes de blanchiment, etc. Mais ce que l'on a remarqué au cours de ces dernières années, par rapport aux législateurs, par rapport au gouvernement, c'est que nos professions doivent faire preuve d'une certaine humilité. Alors on a des professionnels, et je le vois en Afrique, on a des professionnels qui accèdent au niveau gouvernemental, il y en a qui deviennent ministres, il y en a peut-être qui font partie des parlements, et je crois qu'il faut que chacun respecte le rôle. Mais nos professions doivent, si elles veulent infléchir un tout petit peu, je dirais, le système qui est en place, ce qu'on appelait tout à l'heure, ce qu'un des interlocuteurs appelait tout à l'heure l'environnement. Je crois que nos professions doivent s'orienter, ne doivent pas prendre position dans le débat politique de savoir quelle fiscalité il faut mettre en place, si tel système doit être mis en place, comme le professeur d'université disait à l'instant, est-ce qu'on doit aller vers une option économie informelle égale économie de base, économie légale, puisque ça représente la majorité. Mais si nous, professionnels, nous nous concentrons plus sur l'applicabilité des lois et non pas, je dirais, l'opportunité de la loi, nous pourrons aider nos gouvernements, nous pourrons aider nos parlements à prendre les bonnes décisions. Et je crois qu'on doit travailler tous ensemble, travailler de concert sur l'applicabilité, expliquer à nos gouvernants ce qui est possible et pas possible. Et ici, au Sénégal, je l'entends, et dans les pays d'Afrique, il y a toute une série de choses qui seront tout à fait impossibles, et les experts comptables doivent participer à cette applicabilité des lois. Premier message. Deuxième message, lors de la dernière réunion de la FIDEF, je me suis rendu compte, et Dieu sait que je dirais j'aime l'Afrique, je me suis rendu compte que malheureusement pour l'instant votre profession est limitée quand même à un nombre très restreint de professionnels. Et quand on entend, comme ce matin, au Sénégal, 300 000 entreprises dans le secteur informel pour 10 000 dans le secteur formel, et qu'on sait que les experts comptables représentent quelques centaines de professionnels, je crois qu'il faut, au sein de notre profession, si on veut aider, si on veut être plus présent, il ne faudra pas seulement aller consacrer du temps, mais il faudra développer, il faudra des troupes pour le faire. Et je crois très fort à cette, j'en ai encore discuté avec mon ami Jacques Potvin récemment à Rome, je crois très fort à cette politique anglo-saxonne qui consiste à reprendre dans la communauté des experts l'ensemble des professionnels qui œuvrent dans la comptabilité, dans le business, donc qui sont dans les entreprises elles-mêmes, ou tous les collaborateurs qui font partie des cabinets d'experts, les faire rentrer dans nos ordres nationaux pour qu'ils participent avec l'ensemble de la profession à l'effort qui consistera ici, puisque c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, à aider à l'économie informelle. Et prendre un maximum, même si on n'est pas accréditer pour toutes les activités, mais prendre un maximum de professionnels autour de nous qui soient sensibilisés à la déontologie et à la politique poursuivie par la profession. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Financière. Donc à ce stade de la normalisation où effectivement nous sommes à l'ère de l'information financière avec les IFRS, donc nous pensons que la question de la langue est centrale, surtout par rapport au thème donc de l'informel,
quelle langue justement pour la communication vers l'informel. Et à ce titre, donc, en fait, je voudrais juste prendre le prétexte de deux termes comptables, anglais et français, avant d'arriver aux langues locales du pays, au Sénégal ici. C'est juste un prétexte, hein, donc ça peut faire un peu hors sujet, mais on verra. Alors, le premier terme, c'est par rapport aux opinions d'audit. À l'opinion donc sans réserve et l'opinion avec réserve. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes confrontés à cette situation de cacophonie, si je peux dire, entre l'anglais et le français. Parce que justement le terme en anglais pour dire une opinion sans réserve, c'est le terme unqualified. Unqualified. Donc non qualifié, si on devait traduire littéralement. Et le terme pour dire une opinion d'audit avec réserve, c'est le terme qualified opinion. Donc souvent, nous arrivons à des situations où les gens nous disent, nous visons un audit qualifié. Parce que le mot qualifié en français, donc c'est la bonne opinion, alors que c'est de l'anglais traduit qualified, c'est la mauvaise, si on peut dire en tout cas la moins bonne opinion. Ça déjà, c'était un premier prétexte. Le deuxième, c'est le mot arrangement. Arrangement, en anglais, est plutôt positif. Si on peut traduire, c'est la disposition en français. Mais de plus en plus, on voit des traductions, arrangement en anglais, qui devient arrangement en français. Or, le terme arrangement en français, nous pensons qu'il y a une connotation un peu négative, parce qu'on trouve un arrangement quand la disposition, justement, n'est pas respectée. Et surtout dans le secteur informel sénégalais, le mot arrangement devient arrangement, qui est encore plus négatif. Alors, bon, il y a quand même des termes, c'est vrai que toujours nos fameux termes débit-crédit, ça, quelle que soit la langue, ils sont toujours là pour dire quand même qu'il n'y a pas que des faux amis. Et je voudrais juste terminer avec un mot en anglais, c'est le mot tally, tally, qui veut dire compter, ou en tout cas l'expression de le compte est bon. Et on avait un logiciel à un moment de ma trajectoire, où on utilisait un logiciel en anglais, et quand l'écriture n'était pas équilibrée en débit et en crédit, le logiciel lançait le message « It doesn't tally ». Et en Wolof, nous, on disait « talliwul ». Voilà. Parce que donc, le mot « tally » en Wolof veut dire quelque chose de droit ou de rectiligne, en tout cas au sens figuré, qui disait que c'est quand on rencontre une adhésion de la part d'une personne à qui on demande un service ou de l'argent. Donc c'était juste vraiment un prétexte de faux amis ou d'amis comptables pour dire que la question de la langue, vraiment, il faudra qu'on y pense. Et nous allons terminer juste pour lancer un message que peut-être d'ici quelques années, nous allons arriver à des notes aux états financiers, non seulement en français, parce que nous ne voulons pas laisser le français, c'est sûr, en anglais, si c'est nécessaire, et aussi en Wolof, Bambara ou Lingala ou autre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, exprimer à la FIDEF et à son président toute notre gratitude. Je crois qu'il vient de donner ici une très bonne opportunité qui, de mon point de vue, contribue à entretenir le développement du secteur informel, parce qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue entre les acteurs de l'économie informelle et justement les autres acteurs du monde formel en général, ceux de l'État, ceux de votre profession et ceux d'autres professions. Donc le fait de décloisonner ces mondes-là et de mettre les gens dans un même cadre pour qu'ils puissent échanger me paraît une option assez intéressante en termes de recherche de solutions, si nous voulons aboutir bien sûr à des solutions durables. L'autre remarque que je voudrais relever, c'est que nous avons eu droit à des présentations très intéressantes, mais j'ai comme l'impression qu'on n'est pas encore entré sur les causes fondamentales qui entretiennent et développent le secteur informel. De ma posture, j'ai comme l'impression que le secteur informel est sciemment entretenu par les uns et les autres, parce que
il y ait attaché un certain nombre d'opportunités et d'avantages au plan politique, au plan économique et au plan social. On a vu ce qui s'est passé ces dernières décennies avec les marchands ambulants. On a vu ce qui s'est passé entre les rapports entre les collectivités locales telles que la ville de Dakar et le gouvernement central. Donc ce sont des enjeux politiques importants et des enjeux économiques qui font effectivement que ce secteur-là, il est entretenu. On a comme l'impression que personne n'a intérêt qu'il se formalise. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est du vécu. Et je prends un tout petit exemple. Le commerçant qui se présente à une administration à la recherche d'une pièce se sent obligé, vraiment obligé de donner quelque chose pour recevoir son service public en contrepartie. Ça, c'est un problème. Alors ça, c'est une question fondamentale sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse davantage. Vous me permettrez également de taquiner un peu notre ami de la DGID. Je ne suis pas d'accord du tout avec lui, naturellement. Ça, il fallait s'y attendre. Donné par quelques entreprises qui sont connues, 2 ou 3 entreprises, mais je prends la plus grande d'entre elles. Je veux dire vraiment l'entreprise considérée comme la plus performante dans notre pays. Mais celle-là, elle tire 60% de son chiffre d'affaires de sa collaboration avec le secteur informel qui occupe exclusivement l'activité de distribution de son produit qui lui permet de réaliser 60% de son chiffre d'affaires. Je me demande dans notre pays, est-ce qu'il y a une entreprise qui est véritablement formelle? C'est un vrai problème. Et Serigne Mboup le disait ce matin, c'est-à-dire l'informel qui sévit au sein du secteur informel, et notamment les entreprises qui sont considérées comme les modèles du formalisme, cet informel-là est de loin plus dangereux que l'informel qui est remarqué au niveau des commerçants, des artisans, etc. Je voulais terminer par une petite recommandation qui va dans le sens, je crois, d'une des questions de fond qu'évoquait M. le Premier ministre ce matin, et à juste raison. Je crois que la problématique de l'accès au marché pour les acteurs de l'informel, elle est déterminante pour leur typologie et plus tard leur classification et éventuellement après, comme le disait M. le Premier ministre, c'est après tout cela que la DGID pourra intervenir pour les fiscaliser. Parce qu'elle ne sait pas les fiscaliser. Quand on ne sait pas où trouver les entreprises à fiscaliser, naturellement, on ne pourra pas les fiscaliser. C'est pourquoi sur la contribution globale unique, les recettes que vous encaissez sont encore de très bas niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndiaye. On aura l'occasion certainement demain de descendre dans davantage de détails pour être plus précis sur un certain nombre de questions. Mais très honnêtement, il y a pas mal de choses que j'ai entendues aujourd'hui sur lesquelles évidemment je ne suis pas d'accord. Et je crois que c'est important, peut-être si on veut faire avancer la discussion, que l'on sorte un peu disons, des sentiers battus. Il y a quelques chiffres qui ont été évoqués ce matin, que je voudrais d'ailleurs rectifier. Jusqu'à il y a quelque temps, on pensait qu'il y avait 280 000 PME au Sénégal, dont moins de 7 000, je pense sous le contrôle de la DGID, qui déposaient leurs états au niveau du QCI. Ça signifie que 273 000 PME, entre guillemets, on ne sait pas si elles existent, on ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas où elles le font, on ne sait pas comment elles le font. Et dans ce contexte-là, évidemment, mettre en place des politiques publiques, c'est mission impossible. Et même pour les experts comptables, avoir une stratégie cohérente pour attaquer ce marché, c'est également mission impossible. En réalité, suite à une enquête récente qui vient d'être bouclée par la NSD, on pense que ces PME sont entre 50 et 70 000. Mais parmi lesquels, il n'y a toujours que 7 000 qui déposent leur état au niveau de la NSD. Je crois que la première chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord, c'est que tant qu'il y aura ce lien entre la formalisation et l'impôt, on tournera en rond. Parce qu'aucun opérateur économique ne va se formaliser pour le plaisir de payer des impôts. On a parlé tout à l'heure, professeur Sarro, je crois, a parlé tout à l'heure du CGA. Le centre de gestion agréé de Dakar, je crois que son directeur est là. Si mes chiffres sont exacts, c'est moins de 200 entreprises.
Ce n'est pas de sa faute, mais le CGA, c'est un échec. Encore une fois, les gens ne vont pas se formaliser pour le plaisir de payer plus d'impôts. La question qui se pose, à mon avis, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut niveler les PME par le haut ou est-ce qu'on veut niveler par le bas? Et c'est là, je crois, qu'il y a des problématiques qui sont importantes et sur lesquelles je crois qu'il faut éviter peut-être certaines compromissions et il faut éviter également la démagogie. L'objectif, à mon avis, sur lequel on peut tous se mettre d'accord, consiste à dire il nous faut moderniser l'économie sénégalaise qui ne peut pas émerger avec un secteur informel aussi large. Il faut qu'on arrive à se mettre au moins d'accord sur ce consensus-là. Et si on est d'accord, se dire simplement que les gens vont se formaliser parce qu'ils y auront intérêt. Et la responsabilité de tout le monde, c'est de faire en sorte que les gens aient intérêt à se formaliser. Ça signifie qu'il nous faut un statut particulier pour la PME, ce qui n'existe pas dans notre pays. Statut qu'on va acquérir parce que l'on respecte un certain nombre de choses, statut que l'on va perdre parce qu'on ne respecte pas d'autres. Je voudrais dire que ça impose un certain nombre de choses, y compris de repenser la politique fiscale, qui, à mon avis, dans sa conception actuelle, date de la colonisation. On reviendra peut-être un peu un jour là-dessus. Mais je voudrais terminer en disant la chose suivante. Ce sont les mêmes Sénégalais qui sont dans le secteur informel et dans l'opacité, qui vont à New York, à Little Sénégal, qui ont des entreprises où ils respectent la loi. Par conséquent, le premier problème qui se pose, c'est un problème de restauration de l'état de droit. Et pour les comptables, ce sont des choses qui sont importantes. Merci.